ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir aussi à des témoignages effectivement de personnes de terrain qui sont en cours de réflexion ou qui sont continuellement en fait dans l'accompagnement des budgets participatifs. Et notamment, je vais donner tout de suite la parole à Antoine Gestin, donc fondateur de IDCity. L'idée en fait de faire parler aussi un prestataire a plusieurs objectifs, notamment le fait que vous avez un nombre important d'expériences et donc d'observations. Et bien sûr, ce qu'on vous demande, c'est plutôt de parler de votre ressenti en fait sur après tous les accompagnements que vous avez menés, quel sentiment vous avez en fait sur ces budgets participatifs, notamment sur les critères de réussite. Quand vous observez ce qui se passe sur des différents territoires, quels sont selon vous les éléments qui permettent cette réussite des PP. Donc, je passe la parole à Antoine pendant 5 minutes et puis après, je la reprendrai et puis on introduira 2 témoignages locaux supplémentaires. Bonjour à toutes et tous. Merci Marine pour cette introduction. Je vais essayer d'être assez exhaustif. Du coup, on a identifié une dizaine de points effectivement qui sont pour nous des éléments contexte qui favorisent effectivement la réussite des budgets participatifs. Déjà, je vais commencer par effectivement le fait d'avoir un portage politique et administratif fort. Si je prends l'exemple, dans nos partenaires, le département du Gers, Philippe Martin, le président, était dès le départ très présent sur le terrain, sur les réseaux sociaux, et donc a vraiment quasiment mené campagne pour le budget participatif, ce qui montre vraiment une forte volonté derrière, effectivement, de faire participer les habitantes et habitants. Un deuxième axe très important, c'est mettre en œuvre des moyens budgétaires importants. Il faut qu'effectivement ces chiffres soient suffisants pour produire des projets importants et donc structurants, intéressants pour le territoire, comme le mentionnait Gilles. Et du coup, on a malgré tout, nous, parmi nos partenaires, des partenaires qui mettent effectivement des enveloppes relativement importantes. Par exemple, si je prends l'exemple de Margny-les-Compiègnes et Auray, qui sont des villes de 8 000 et donc 13 000 habitants, ils ont mis une enveloppe de 150 000 euros pour le budget participatif, donc ce qui est quand même relativement conséquent pour des villes de cette taille-là. Ensuite, troisième axe très important pour nous, c'est de mettre en œuvre des moyens humains nécessaires et notamment nommer en fait en interne un ou une agent en charge de la coordination du dispositif. Alors soit du coup une personne qui a une formation dans le domaine de la concertation, ou soit au moins quelqu'un qui a déjà de l'appétence, on va dire, pour le sujet et qui se voudra être facilitateur et donc coordonnera en fait tous les services autour du budget participatif et notamment également les moyens nécessaires. Gilles l'avait souligné, très important pour la phase d'instruction qui peut avoir tendance à être sous-estimée. Et donc, c'est très important de l'associer dès le départ. Et donc, pour le quatrième axe, je dirais associer en amont de toute la démarche, toutes les personnes, tous les agents qui vont être partie prenante de ce dispositif, à minima en les sensibilisant et du coup en leur expliquant concrètement effectivement la charge de travail supplémentaire qui vont avoir effectivement au cours de ce budget participatif. Un cinquième critère pour nous, effectivement, de réussite, donc c'est vraiment définir précisément le règlement du budget participatif en amont, donc avec une définition de règlement très claire, des critères de recevabilité identifiés, définir le rôle de tous les agents élus au sein de cette démarche. Sixième point très important également, donc pour nous mettre en place une gouvernance participative au sein du budget participatif. On animait d'ailleurs avec notre communauté de partenaires ce matin une visioconférence avec notamment les villes de Pessac et le département de l'Hérault qui expliquaient le fonctionnement en fait, de leur commission citoyenne en fait, qui donc intervient en fonction des commissions lors de différentes étapes, donc dans la définition du règlement, phase de recevabilité, le dépouillement, l'évaluation du dispositif. Et donc, c'est important d'avoir effectivement une commission vraiment garante de l'intégrité, transparence de la démarche.
Septième axe, je dirais communiquer largement, simplement, en fait, et aller vraiment à la rencontre des habitantes et des habitants. Si je prends l'exemple de l'Anester parmi nos partenaires, ils ont vraiment une communication très originale et pertinente chaque année, du coup, qui mobilise. Et en plus, ils sont en permanence sur le terrain pour voilà, aller recueillir des projets, faire voter les habitants via des tablettes. Et donc, il y a vraiment une communication et du coup, un dispositif qui est mis en place voilà, sur le terrain et sur le volet numérique. Un huitième axe, accompagner du coup les habitantes et habitants dans la structuration des projets. Ça se fait principalement sur le terrain, mais c'est très important pour voilà, permettre en tout cas aux personnes qui souhaitent participer, qui ont des idées, mais qui ne savent pas forcément les structurer, du coup à les structurer et à les accompagner, à les transformer en véritables projets. Un neuvième axe serait de simplifier et diversifier les modalités de participation, donc à la fois du coup au niveau du dépôt de projet et au niveau du vote. Alors, on pourra y revenir par rapport à ce que disait effectivement Gilles Prado, qui est tout à fait pertinent aussi. Effectivement, attention à ne pas trop simplifier parce que effectivement, où est la juste limite pour que les projets élus, choisis, votés soient vraiment d'intérêt général et pérenne pour la collectivité. Ça, c'est des questions qu'effectivement, qu'il est nécessaire de se poser. Mais du coup, voilà, il faut quand même que le dispositif soit appréhendable de manière assez simple par les habitants. Et très important aussi, concilier donc le numérique avec le présentiel parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et je dirais, dixième et dernier point, être transparent du coup sur la démarche et des résultats auprès des habitantes et habitants, puisque la transparence est effectivement un gage de confiance et de réussite pour ces budgets participatifs. On va entendre Rémi Noël, du coup, chargé de mission du département de Ille-et-Vilaine. Donc, l'idée, en fait, dans ce témoignage, c'est que j'ai entendu effectivement que le département d'Ille-et-Vilaine a souhaité, en amont, réfléchir en fait, de la mise en place et des critères de réussite et de l'intérêt en fait, de l'outil BP avec des habitants. Et donc ça peut être effectivement une source d'inspiration pour toutes les personnes qui sont présentes, puisque vous êtes en train de penser, enfin je ne sais plus où est-ce que vous en êtes, mais de ce BP en fait avec des habitants. Donc, oui, merci Marine. Donc bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, nous, on a au département d'Ille-et-Vilaine, avec mon collègue Xavier présent aujourd'hui, on a mené une démarche qu'on a appelée Dialogue citoyen. Donc c'était la seconde édition du Dialogue citoyen. Et en 2020 et jusqu'à février 2021, on a fait travailler un panel de citoyens avec des profils assez divers sur effectivement les conditions de réussite et la pertinence d'un budget, enfin comment rendre pertinent un budget participatif à l'échelle départementale. Puisque comme a commencé à l'indiquer Gilles Prado tout à l'heure, effectivement, les budgets participatifs en France, ils ont essaimé avant tout à l'échelle municipale, communale. Et là, depuis 2018, on voit un engouement aussi à l'échelle départementale. Or, cet échelon départemental, il n'est pas sans poser des questions concernant notamment les échanges qui peuvent avoir lieu par les citoyens sur un territoire aussi vaste, et puis sur les interactions avec les communes qui, dans bien des cas, sont nécessairement à la manœuvre pour la mise en œuvre de projets élus dans le cadre d'un budget participatif. Et donc, le département peut difficilement, à moins de poser des contraintes fortes via le règlement, un département peut difficilement se passer de l'action des communes. Donc nous, concrètement, quand on a commencé cette réflexion avec le groupe de citoyens en septembre de l'année dernière, on ne voulait pas que le collectif se limite aux règles, on ne voulait pas que la réflexion se limite au règlement des budgets participatifs existants. Donc voilà, on voulait partir un peu d'une page blanche. Mais on avait déjà identifié, évidemment, et c'est ce qu'on leur a expliqué d'entrée de jeu, que le territoire départemental en Ille-et-Vilaine, il a une contrainte déjà, disons, il a une caractéristique qu'il ne faut pas négliger, c'est que Rennes a déjà un budget participatif depuis 2015,
avec un budget, une somme allouée qui est assez importante, puisque la dernière édition, c'était 3,5 millions d'euros. Donc voilà, d'entrée de jeu, on avait cette question, qu'est-ce qu'on fait de la participation des Rennais dans le cadre d'un budget participatif départemental? Et ça, alors la question a été à peu près tranchée avec le collectif citoyen, puisqu'ils ont considéré qu'il ne fallait pas exclure les Rennais du budget participatif départemental, d'une part parce que le département il considérait que le département doit fédérer les territoires et non pas être dans une logique d'exclusion d'un territoire, même si Rennes a déjà son BP. Et puis aussi parce que à Rennes, on sait très bien qu'il y a des étudiants qui sont originaires d'autres communes d'Ille-et-Vilaine, mais qui pour autant habitent Rennes là pour leurs études et donc qui pourraient avoir des idées intéressantes pour leur commune d'origine. Et donc, cette caractéristique territoriale, ça a rapidement fait émerger la problématique des inégalités ou des différences de moyens qui peuvent exister entre collectivités. Et ça, c'est une question à laquelle les membres du collectif ont été très sensibles, car certains d'entre eux habitent des petites communes en Ille-et-Vilaine. Et donc, assez rapidement, il y a eu un petit groupe au sein du collectif qui a travaillé sur un budget participatif qui serait conçu comme un dispositif de péréquation, donc pour rééquilibrer quelque part ces inégalités de moyens. Et donc, ce groupe a imaginé que le budget participatif, une somme plus importante pourrait être attribuée aux communes ayant un nombre d'habitants inférieur à 6 000 habitants, parce que c'est un calcul qu'on avait fait par rapport à un recensement INSEE. Et donc, ce qui permettrait en fait que les habitants de ces communes peu peuplées aient un budget par habitant supérieur à celui qu'auraient les habitants des communes au-delà de 6 000 habitants. On s'est évidemment beaucoup intéressé à la question de la répartition des projets sur le territoire. Donc, comme le soulignait Gilles tout à l'heure, certains départements ont fait le choix de découper leur budget participatif, d'avoir une logique cantonale dans leur budget participatif et donc d'assurer une répartition des projets lauréats en s'assurant que dans chaque canton, il y a un projet élu. Donc, nous, on a plutôt réfléchi à l'échelle de territoire d'agence, puisque le département d'Ille-et-Vilaine comporte des agences territoriales. Et donc, c'est des territoires plus vastes que les cantons, puisqu'on a six territoires d'agence en Ille-et-Vilaine. Et donc là, ça nous semblait assez intéressant de raisonner par bassin de vie, avec des territoires suffisamment étendus pour qu'il y ait un budget alloué à chaque territoire d'agence qui soit suffisamment conséquent pour permettre des projets pertinents. Pour aller très vite, une autre problématique qui nous a évidemment beaucoup occupé, c'était le fait que un département, il a très peu de foncier ou peu de domaines publics. Donc, hormis le domaine routier et les espaces naturels sensibles, concrètement, les départements ne sont pas maîtres du territoire, du domaine public communal. Et donc, comme je le disais en introduction, ça impliquait de s'intéresser à la place des communes et à la place à la fois des élus municipaux et des services municipaux dans l'analyse des idées qui seraient soumises au budget participatif. Donc là, on a évidemment souligné avec le collectif citoyen l'importance d'inclure en amont, de sensibiliser et d'informer en amont les élus municipaux à la démarche du budget participatif et de ne pas oublier d'inclure les services des communes dans l'analyse, puisque la réussite des projets dépendra aussi de la capacité des communes à se saisir et à mettre en œuvre ces projets. Et puis on a au final donc produit un avis citoyen avec ce collectif qui pose à la fois des préconisations pour les nouveaux élus là, qui viennent d'être élus au département et qui donne 2 ébauches de règlement, donc de règlement de budget participatif. Le premier portant sur un budget participatif en faveur des petites communes ou des communes éloignées des pôles urbains, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et la deuxième ébauche de règlement portant sur un budget participatif qui cherche à susciter des échanges et donc qui oblige les porteurs d'idées à se réunir en collectif pour pouvoir déposer une idée dans le cadre du budget participatif.
L'idée de cette ébauche de règlement étant donc bien de favoriser la concertation, les échanges qui manquent trop souvent dans les budgets participatifs dont les collectivités se contentent de mettre en place une plateforme et sans essayer de provoquer, de susciter du débat sur le territoire. L'échelle départementale qui semble être aussi un levier pour travailler entre collectivités et sortir notamment de ces frontières administratives qui peuvent correspondre plus à des bassins de vie. Donc, il y a quelque chose effectivement à travailler. Donc, ça peut être intéressant aussi de faire la passerelle avec notamment donc Catherine Bassani, actuellement adjointe à la maire de Nantes, en charge directement des budgets participatifs et des bureaux des projets. Donc, d'ailleurs, je m'interroge quels sont ces deux outils qui semblent être assez complémentaires. Et puis, notamment ce lien, en fait, effectivement, vous êtes à l'échelle d'une commune, vous allez penser, en fait, les budgets participatifs, quel lien, en fait, à l'échelle du bassin de vie, quel lien avec les acteurs qu'on nomme depuis le début, en fait, notamment ces agents territoriaux dans ces dispositifs, mais aussi des habitants volontaires qui pourraient penser avec vous les budgets participatifs. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, j'ai écouté les interventions précédentes avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir parce que pour tout vous dire, en arrivant dans ma nouvelle délégation, évidemment, j'ai commencé par faire le tour et un petit peu le benchmark de tout ce qui pouvait exister à droite à gauche pour les budgets participatifs, pour faire quelque chose qui à la fois soit sur mesure pour Nantes, donc des budgets participatifs à la nantaise, et ne pas reproduire les erreurs qui ont pu être faites ailleurs. Ça me paraissait quand même être un préalable important. Donc, je partage tout ce qui a été dit et puis donc j'ai ces points de vigilance par rapport pas aux échecs, mais enfin aux déceptions qui ont pu avoir lieu suite à la mise en place de certains budgets participatifs dans certains endroits. Donc moi, déjà, ce que je voulais vous dire, et ça peut être important parce qu'on parle des élus d'un côté, les agents de l'autre côté, mais bon, les élus, qui sait, les élus sont juste des citoyens qui ont normalement, avant d'être élus, une vie professionnelle. Moi, j'ai 30 ans d'expérience dans la conduite de projet et l'accompagnement du changement, dans des démarches plus d'approche sociologique et psychologique. Donc, ça m'a beaucoup aidé en prenant cette délégation parce que voilà, l'implication citoyenne, c'est pas quelque chose qui se décrète. Et quand on parle d'évaluation aussi de la participation citoyenne ou autre, l'évaluation, elle ne peut pas être que quantitative. On l'a dit aussi, l'aspect qualitatif est évidemment primordial. La subjectivité, c'est-à-dire le ressenti d'un habitant, c'est primordial et c'est très difficile à mesurer. Mais ça vaut pour un agent aussi et ça vaut pour un élu, hein, on est bien d'accord. Et tout ce qui est de l'ordre de la subjectivité, de l'humain, c'est quand même ce qui est au cœur de toutes nos démarches d'accompagnement du changement, puisque, en fait, qu'est-ce que c'est que la politique? Tout à l'heure, Gilles Prado l'a évoqué un petit peu. Le meilleur de la politique, au sens propre du terme, c'est s'impliquer dans la vie de la cité. Donc, on peut le faire en tant qu'élu, mais beaucoup d'habitants le font. Et beaucoup de gens s'impliquent dans la vie de leur cité. Après, est-ce qu'on s'implique dans l'intérêt général ou pas? Et qu'est-ce que l'intérêt général? C'est encore une autre question. Pour revenir donc à Nantes, parce que je vais pas dépasser les 5 minutes. Au mandat précédent, il y avait une délégation dont je n'étais pas en charge, qui s'appelait le bureau des projets. Donc, le bureau des projets, ce sont en fait les bureaux des projets, 11 bureaux concrets, hein, c'est-à-dire 11 lieux dans les 11 quartiers administratifs de Nantes, dans lesquels les habitants peuvent venir et dire moi j'ai un projet pour mon quartier, comment vous pouvez m'aider? Ces bureaux des projets, donc, ont fonctionné pendant 5 ans, le temps d'être mis en place au début du mandat précédent, donc 5 ans, et on a pu faire un petit bilan du fonctionnement. Ça a touché absolument tous les quartiers, toutes les catégories sociales. Ça, c'est très important. Toutes les catégories sociales, tous les quartiers nantais. Beaucoup de sujets qui tournaient autour de la nature en ville, mise en place de potagers partagés, de compostage, de boîtes à livres,
d'événements sur l'espace public pour fêter un quartier, pour sécuriser les abords d'une école. Bref, beaucoup de projets de toutes sortes. Mais ce que je retiens, moi, c'est que c'était absolument tous les milieux sociaux et tous les quartiers nantais. On avait un budget qui était relativement limité, puisque c'était 300 000 € par an en budget de fonctionnement. Et une très grande souplesse qui avait été mise en place, puisque pour des projets jusqu'à 1 000 €, ça pouvait être fait en régie, donc décidé très vite. C'est ce qui nous a permis aussi de nous adapter à cette année cette première année de mandat, qui était aussi une année de crise sanitaire. Les projets ont continué. Malgré la crise sanitaire, les projets ont continué et même au dernier conseil municipal, on a voté une vingtaine de projets, donc c'est-à-dire tous les 2 mois, une vingtaine de projets validés et mis en œuvre par les habitants, encore une fois, de tous les quartiers nantais. Donc, moi, je suis toujours enthousiasmée par le fait que les habitants continuent à se mobiliser. On a beau être dans une crise et une sorte de morosité générale, eh bien, il y a quand même des habitants qui disent moi, j'ai un projet pour mon quartier et je vais me mobiliser, évidemment, à titre bénévole pour animer mon quartier, pour sécuriser l'espace public, pour me sentir mieux dans mon quartier, pour créer des liens avec mes voisins, etc. Donc ça, c'est vraiment la très bonne nouvelle. Et donc, ces budgets participatifs, ces bureaux des projets, moi, je souhaitais absolument les conserver. Mais en même temps, on sentait qu'il y avait une demande très forte de plus de moyens, et notamment de budget d'investissement pour pouvoir améliorer ces petits projets qui sont financés donc par des budgets de fonctionnement. Et donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place. Mais on le met en place, bien évidemment, avec l'ensemble des agents de proximité de nos 11 quartiers, avec les agents de développement et avec les habitants, notamment tous les habitants qui se sont déjà impliqués dans les bureaux des projets et qui se sont impliqués pendant la crise, qui se sont inscrits sur une plateforme qui s'appelait Nantes Entraide, où des gens se proposaient comme bénévoles pour aller aider les uns et les autres, et toujours dans l'intérêt général, en proximité avec leurs voisins pour apporter leur contribution en essayant d'atténuer un petit peu les effets de cette crise au quotidien. Donc, la démarche des budgets participatifs à la nantaise, elle est en cours de construction avec les habitants, avec les agents, et au regard de cette expérience qu'on a eue des bureaux des projets, qui tournent toujours, qui tournent pendant que donc on est dans une démarche d'amélioration continue, c'est-à-dire les bureaux des projets continuent et en même temps les personnes s'impliquent pour réfléchir à une charte de fonctionnement de nos futurs budgets participatifs, au montant qui irait bien, à comment on sélectionnerait les projets, ce qui est déjà acquis, parce que c'est remonté de la grande majorité à la fois des agents et des habitants concernés. Ce qui est déjà acquis, c'est qu'on sera dans une démarche d'accueil des projets au fil de l'eau et non pas de grand-messe avec votation sur une plateforme, etc. Parce qu'on ne veut pas de citoyens consommateurs, ni de citoyens cliqueurs sur des liens, ou alors on appelle 50 copains et on leur dit « va donc voter sur mon projet sur la plateforme machin ». On ne veut pas de ça, parce que ça va à l'encontre de ce que je vous disais, c'est-à-dire faire de la politique en s'impliquant dans la vie de la cité, en s'impliquant personnellement. Et on va mettre en place aussi, ça aussi c'est acquis, le principe du 50-50. Le principe du 50-50, vous connaissez peut-être, puisque ça a été mis en place il y a quelques années, déjà par Jean-François Caron dans sa commune de Los-Angoël, dans le nord de la France, une commune donc totalement sinistrée près de l'industrie du charbon. Ce maire a donc sollicité ses habitants en lui disant vous voulez faire des choses, mais moi je veux bien, sauf qu'on n'a pas tellement d'argent, donc partageons. Et c'est une manière aussi de partager le travail, mais de partager aussi les responsabilités et de pallier un défaut qui apparaît dans beaucoup de démarches de budget participatif, qui est le désengagement en fait sur la durée de la part des habitants. Donc là, c'est un engagement. Donc ce 50-50, c'est
un contrat, hein, écrit noir sur blanc, qui dit, eh bien voilà, on se met d'accord sur tel projet, qu'est-ce que les habitants s'engagent à faire et qu'est-ce que la collectivité s'engage à faire de son côté. Je vous laisse conclure sur ce point. Oui, et ça a un intérêt vraiment important aussi pour ce qui concerne les agents, puisque ça permet de reconnaître aussi tout le travail qui peut être fait par les agents en régie, bien souvent, et qui n'est pas assez valorisé. Là, ça sera écrit noir sur blanc. Nous nous engageons mutuellement à faire telle ou telle chose. Voilà, je ne vais pas prendre d'exemple parce que vous êtes un peu de la partie, vous imaginez bien le genre de projet qui peut être financé, mais je pense que ce rapport entre le pouvoir d'agir et la responsabilité, il est très, très important, cet équilibre à trouver. Voilà, et donc éventuellement, je reviendrai dans quelques temps pour vous dire comment on a réussi à mettre ça en place et ce que ça donne.